Bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Il faudra bien travailler un jour de plus pour financer l'aide aux personnes dépendantes. Le plan a été annoncé ce matin par Jean-Pierre Raffarin. Ce sera le lundi de la Pentecôte pour le secteur public et à la carte pour les autres. Les aveux qui stupéfient l'Amérique. Un homme a reconnu 48 meurtres de femmes. Gary Ridgway, c'est son nom, est un peintre en carrosserie, bien noté par ses supérieurs et père d'un enfant. L'Irak, pour la première fois, un officier polonais a été tué au sud de Bagdad. Les Américains multiplient les opérations de contrôle. 3 ex-généraux ont été arrêtés ces derniers jours. Un plan du gouvernement pour protéger les animaux de compagnie, prévention et sanctions, notamment en ce qui concerne le trafic. Il sera annoncé demain. On compte 50 millions d'animaux domestiques en France. Enfin, cette nouvelle révolution dans le téléphone portable, le doigt du propriétaire de l'appareil servira d'oreillette. Le son sera transmis par les os de la main. Explication à la fin de ce journal. C'est donc une confirmation, il faudra travailler une journée supplémentaire chaque année. Le lundi de Pentecôte ne sera plus un jour férié à partir de 2005. On connaît l'objectif, dégager 1,9 milliard d'euros par an pour financer le plan d'aide aux personnes âgées et aux handicapés. Ce plan était attendu depuis 3 mois. Il a donc été annoncé ce matin. Le détail, Françoise David. Le maître mot de la réforme, la solidarité. Première mesure phare, la suppression d'un jour de congé. Ce sera finalement le lundi de Pentecôte pour les fonctionnaires, le même jour pour les entreprises du privé, à moins que celles-ci ne fassent un autre choix. Une réserve cependant, cette mesure ne s'appliquera pas à la prochaine Pentecôte. Je compte sur ce surcroît de fraternité dans la société française, par cette journée de la solidarité et de la fraternité pour faire face à ce défi du vieillissement, à ce défi du handicap. En échange de cette journée, les entreprises verseront une contribution de solidarité de 0,3%. Les revenus du capital seront également taxés, seuls ceux du livret A seront exonérés. Les nouveaux financements seront versés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui constituera donc une nouvelle branche de la sécurité sociale. Le montant de ce plan, qui démarrera en juillet prochain, est évalué à 2 milliards d'euros par an, soit en tout 9 milliards d'ici à la fin 2008, insuffisant pour François Hollande. Lorsqu'on sait combien ont été fortes les réductions de crédit en 2003 pour les maisons de retraite, on s'aperçoit que le plan qui nous est proposé est bien en deçà des besoins qui ont été exprimés. Le financement servira notamment à la modernisation des maisons de retraite. Plus de places médicalisées, environ 10 000 et 15 000 emplois créés. Il servira également au maintien à domicile. 17 000 postes d'infirmières seront ouverts et 13 000 places d'accueil pour la journée seront dégagées. Enfin, la loi devra permettre aux personnes handicapées une meilleure intégration dans la société, grâce notamment à une meilleure prise en charge financière du handicap et un accès plus facile à la vie dans la cité. On va revenir dans un instant sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle journée travaillée, mais d'abord le commentaire de Jacques Chirac. Avec ces mesures, le président de la République, comme le gouvernement, espère bien tourner la page désastreuse de la canicule à Carcassonne, où il recevait le Premier ministre espagnol José María Aznar pour un sommet bilatéral. Le chef de l'État a donc souhaité s'exprimer sur ce plan. On l'écoute. Alors grâce à cette réforme de grande ampleur qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement, de nouveaux droits, c'est ça qui est l'essentiel, de nouveaux droits répondront concrètement à des situations humaines difficiles que connaissent de nombreuses personnes ou de nombreuses familles. Voilà, on revient maintenant au financement. Depuis 1 siècle et demi et de façon continue, la durée du travail tend à diminuer. Cette nouvelle journée travaillée constitue donc un tournant diversement apprécié. Réaction recueillie par Martin Gouès et Yves Ginca. Jusqu'à présent, un lundi de Pentecôte, ça ressemblait souvent à ça. Mais les premiers à se plaindre de la décision du gouvernement, ce sont les syndicats. Ils reprochent au Premier ministre sa méthode et son manque de dialogue. Il est clair que M. Raffarin nous montre du doigt en disant « Vous êtes partis en vacances, vous avez oublié le grand-père. Alors maintenant, vous allez punir. On vous punit, acte de contrition, vous allez travailler un jour férié. » Il aurait pu trouver une autre solution. Les autres solutions, c'était tout simplement d'augmenter les cotisations sociales. Il décide unilatéralement de donner gain de cause à une demande du MEDEF qui est de s'engager dans un processus d'allongement de la durée du temps de travail. Du côté patronal, on se félicite de cette décision. Si notre pays n'est pas capable de rajouter 8 heures de production à 1600 heures sans se demander à qui profite le crime, eh bien, on n'est quand même pas très fiers. 8 heures sur 1600, on peut quand même le faire sans
poser trop de problèmes. Supprimer un jour férié n'est pas une première en Europe. L'Allemagne, il y a 10 ans, l'avait déjà fait au profit du troisième âge. Au classement européen, ce sont les Finlandais, les Portugais et les Espagnols qui ont le plus de jours fériés. La France est dans la moyenne. Les Britanniques et les Hollandais sont les moins gâtés. Travailler un jour de plus ne changera pas ce classement, d'autant que les 2 prochaines années, certains jours fériés se confondront avec des week-ends. Alors on rentre un peu dans le détail maintenant. Premier cas de figure, vous êtes fonctionnaire ou en tout cas vous travaillez dans le secteur public. À partir de 2005, il faudra donc travailler le lundi de la Pentecôte. Est-ce à dire que les postes par exemple ou les écoles seront ouvertes ce jour-là? Élément de réponse, Vincent Fourcade, Olivier Théron. Postes, écoles, impôts, mairies, dès le printemps 2005 en principe, toutes les administrations seront ouvertes le lundi de Pentecôte. Travailler un jour de plus pour aider les plus âgés, chez les fonctionnaires, la réforme est plutôt bien admise. L'appel à la solidarité nationale semble avoir fonctionné. Si c'est pour une chose vraiment comme celle-ci, moi je dis ouais, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça a été pour autre chose, c'est clair que je ne serais pas d'accord. La RTT nous a offert suffisamment de jours pour que on puisse, si vraiment ça apporte quelque chose à l'économie nationale, faire renoncer à un jour de congé. On trouve quelques réserves parfois chez ceux qui redoutent déjà que cette suppression d'un jour férié ne crée un fâcheux précédent. La seule question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui on nous supprime le lundi de Pentecôte. Est-ce que demain en plus on ne nous supprimera pas éventuellement le lundi de Pâques? Et puis il y a ceux qui sont tout bonnement hostiles à une réforme qui, ils en sont convaincus, ne profitera pas aux personnes âgées. Je pense pas que les petits vieux gagneront quoi que ce soit là-dedans. C'est comme la vignette de la voiture. C'est-à-dire ? La vignette était faite pour les vieux autrefois. Ils n'en ont pas vu la couleur. Il y a plein d'argent qu'ils peuvent mettre de côté pour nos petits vieux. Donc bon, c'est dommage qu'ils suppriment, que ce soit encore les salariés qui paient. Et pour tous les fonctionnaires qui refuseraient de travailler le lundi de Pentecôte, reste une solution, prendre une journée de RTT. Et puis une autre réaction, celle des évêques de France. Ils demandent une concertation au gouvernement sur cette suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié. Alors autre cas de figure, vous ne travaillez pas dans le secteur public. Dans ce cas, c'est à chaque entreprise ou à chaque branche, au cas par cas, à déterminer quelle sera la journée de travail supplémentaire. Elisabeth Esley, Francis Mazoyer. Dans cette société qui fait la promotion de jeux et de jouets, le rythme de travail et de récupération est très souple. Alors, travailler un jour de plus, les salariés sont plutôt pour. Donc on peut donc y jouer jusqu'à 6. Pour aider les personnes âgées qui ont été victimes de cet été des canicules. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement de droite, quoi. Ça me gêne pas du tout. Donc ça vienne en aide aux personnes âgées, pourquoi pas. Je suis plutôt contre parce que déjà c'est revenir sur un acquis social et en tant que salarié on n'est pas tellement d'accord. Et puis en plus de ça, on ne sait pas exactement qu'est-ce que le gouvernement va vraiment récupérer sur ce jour travaillé. La patronne aussi a du mal à évaluer et ne voit pas pourquoi elle devrait reverser 0,3% de sa masse salariale. Je vois pas, en fait, j'arrive pas à concrétiser ce que ça va donner. Ça va être une charge supplémentaire, ça c'est dommage, parce qu'en tant que petite entreprise, on en a déjà beaucoup. Et j'arrive pas à visualiser l'intérêt que ça va avoir. Mais il va bien falloir appliquer la mesure. Dans cette autre entreprise de communication, le patron ne sera pas directif. Je crois qu'on laissera individuellement chacun libre et responsable par rapport à ça du jour qu'il décide d'affecter à cette solidarité. Un choix qui sera difficile, chacun a ses contraintes. Moi, ça me pose un problème parce que les jours fériés, c'est le jour où je vais voir ma mère. Donc éventuellement, c'est le jour où je vais voir une personne âgée. Bref, un casse-tête pour les employés comme pour les employeurs, à résoudre d'ici le 1er juillet, date de l'entrée en vigueur du plan Raffarin. Et on revient maintenant sur les mesures de soutien annoncées, soutien à l'aide à domicile, on l'a vu, mais aussi modernisation des 6500 maisons de retraite, avec 15 000 recrutements en 4 ans, et par exemple des pièces climatisées dans chaque établissement. Globalement en France, ce secteur est plutôt en retard, mais il existe aussi des maisons de retraite qui sont presque des maisons du bonheur, près d'Aix-en-Provence. Reportage Nathalie Sapena, Daniel Lévy. Mais non. Au programme ce matin, sortie en ville. Une activité plébiscitée par les plus valides des pensionnaires de cette maison de retraite. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui aujourd'hui je vais m'occuper de faire mettre le verre qui est tombé de mes lunettes. Au revoir, à tout à l'heure. Pendant ce temps, les aides-soignantes achèvent la toilette du matin. 30 minutes de soins pour cette dame de 85 ans, diminuée par un accident vasculaire cérébral. Votre fille aussi, elle va venir donc. Des gestes qui vont au-delà d'une simple hygiène. Pour eux, il est très important de garder une bonne image d'eux-mêmes
Madame Gravouille est très attachée parce que c'était une dame qui était très coquette. Et maintenant, il y a des gestes qu'elle ne peut plus faire toute seule, mais avec un sourire, pas avec des larmes, Madame Gravouille, voyons. Ici, une aide-soignante s'occupe de 8 résidents chaque matin. Un quota confortable comparé à de nombreuses autres maisons de retraite. Cette disponibilité est très appréciée par la doyenne de l'établissement, Louise de Cléry, 106 ans depuis le 22 avril. Est-ce que vous êtes bien ici? Mon Dieu, madame, je souhaite que tout le monde soit aussi heureux que moi. J'ai d'abord quelqu'un qui vient me faire ma toilette, et puis dans la matinée, on fait le ménage de ma chambre. Ici, cela fait plusieurs années que les pièces communes sont climatisées, en particulier la salle à manger. Cet investissement a permis de passer la canicule sans dégâts. Ça va. On a essayé de protéger les personnes beaucoup plus fragiles. C'est-à-dire que comme dans les chambres du premier étage, il faisait très chaud, on les a tenues les après-midi dans des salles où on organisait des activités, mais dans des salles climatisées. Pour 1 500 € par mois, une maison de retraite modèle au regard des standards français. La moitié des 10 000 établissements sont inadaptés ou à rénover complètement. Et les représentants des maisons de retraite jugent globalement le plan du gouvernement insuffisant. Ainsi, Pascal Chanvert de l'ADEPA, la principale association, juge qu'il s'agit d'une grenouille déguisée en bœuf. Fin de citation. Un dernier mot à ce sujet. 3 mois après la canicule, c'était hier au tour des pompiers d'être entendus par la commission d'enquête parlementaire. Et l'un de leurs responsables a affirmé avoir reçu pour consigne de la préfecture de police de Paris de rassurer l'opinion et de ne pas donner le nombre de morts. C'était le 8 août. Démenti aujourd'hui de la préfecture. À ce moment-là, la brigade des sapeurs-pompiers n'avait ni les moyens ni la mission d'appréhender le phénomène de surmortalité lié à la canicule. Fin de citation. L'actualité sociale, un coup dur pour François Chérec. L'Union des cheminots CFDT a finalement décidé de quitter la Confédération en raison d'un désaccord sur la réforme des retraites. Mais au terme d'un vote extrêmement serré, 50,16% pour le départ. Les dirigeants de cette fédération, qui compte 11 000 adhérents, vont rejoindre pour l'essentiel la CGT. Social encore, du champagne dans les égouts. Des salariés de l'entreprise Bricout protestent contre les querelles d'actionnaires qui hypothèquent l'avenir de leur groupe. Ils menacent de détruire 7 millions de bouteilles. Alix Bouillaguet. Ils ont fait sauter le bouchon. Mais si les salariés de Bricout le goûtent ce champagne, ce n'est que du bout des lèvres. Dans les égouts, 300 litres hier et demain, c'est le stock entier qui pourrait suivre le même chemin. En tout, près de 7 millions de bouteilles. On n'hésitera pas, hein. C'est le dernier recours, on n'hésitera pas, une seconde. Les raisons de la colère? La remise en cause par l'ancien propriétaire du plan social décidé en août dernier par le tribunal de commerce de Reims après la faillite de l'entreprise. Conséquence, ce plan de reprise qui prévoyait de reclasser la quasi-totalité des 136 salariés dans d'autres maisons de champagne est aujourd'hui bloqué. Les salariés de chez Bricout viennent de démontrer leur volonté, non pas d'être des terroristes, mais d'être des gens qui veulent vivre de leur travail à l'intérieur de la profession du champagne. Jeudi prochain, la cour d'appel de Reims tranchera. D'ici là, les salariés entendent bien maintenir la pression. À l'étranger, d'abord, les aveux du plus grand tueur en série de l'histoire américaine. Gary Ridgway, 54 ans, a finalement reconnu 48 meurtres de femmes, des prostituées pour la plupart. Des aveux lâchés froidement sur un ton monocorde. Correspondance à Washington, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Guilty, coupable, coupable. Gary Ridgway va répéter ce mot 48 fois pour les 48 femmes qu'il a tuées. Avec un aplomb incroyable, il va confirmer les détails les plus macabres de ses aveux repris par l'accusation. Je n'ai pas une bonne mémoire, avez-vous dit, et j'ai tué tellement de femmes que j'ai du mal à m'en souvenir. Est-ce vrai? Oui, répond-il simplement. Et vous avez ajouté, j'aimais faire le tour des tombes de ces femmes, car j'étais fier de me rappeler ces femmes que j'ai mis là. Vous avez bien dit cela? C'est bien vrai? Oui.
Le public, essentiellement des familles de victimes, est comme tétanisé par cet homme d'apparence ordinaire, peintre dans une usine de camions, père de famille, marié 3 fois, qui a réussi à déjouer la justice pendant 20 ans. Il a tué tellement de personnes. Il ne mérite pas de vivre. Mais justement, Ridgway ne sera pas exécuté. Le procureur a passé un marché avec lui, en échange d'aveux complets permettant de retrouver les restes des victimes, essentiels pour le deuil des familles. Il aura la vie sauve. Marché qui pose le problème de la peine de mort. Si cette affaire ne mérite pas la peine de mort, alors pourquoi quelqu'un de beaucoup moins coupable la mériterait-il? Ridgway n'est pas absolument sûr d'échapper au couloir de la mort. Le marché conclu n'est valable que pour la juridiction du procureur. S'il a commis un crime dans un autre comté, alors il pourrait se retrouver dans cette salle d'exécution. L'Irak, nouvelles attaques contre les forces de la coalition. 2 soldats américains ont été tués et, pour la première fois, un commandant polonais a également été mortellement blessé dans une localité au sud de Bagdad. Rappelons que la Pologne a envoyé près de 2500 soldats dans cette zone où sont également regroupés les Ukrainiens, les Espagnols et les Bulgares, entre autres. L'armée américaine, elle multiplie les opérations de contrôle. 3 généraux de l'ancienne armée irakienne ont été arrêtés ces derniers jours. Le Proche-Orient maintenant, dans l'affrontement israélo-palestinien, il y a les morts et les blessés, et puis il y a aussi les attaques moins graves, mais qui empoisonnent le quotidien. Ainsi, ce crève-cœur pour des paysans palestiniens en Cisjordanie, des centaines d'oliviers ont été sciés par des colons israéliens extrémistes. Charles Anderlin sur place. Fawzi a peur. Le danger peut venir de l'avant-poste installé par les colons juste au-dessus de son terrain. J'ai peur qu'ils me tirent dessus. Ils sont violents. Ils ne me laissent pas m'approcher de mes terres. Et pour cause, les colons ont détruit les arbres de Fawzi. Ils ont coupé 225 oliviers sur 2 hectares et demi. Chaque arbre me rapportait 700 shekels par an. Il faudra au moins 10 ans pour que cette plantation recommence à donner des olives. Les colons font cela pour occuper la terre. Si rien n'y pousse, ils peuvent dire qu'elle est inoccupée et y venir installer les caravanes. Enyabous, le village de Fawzi au sud de Naplouse, est connu pour la qualité de son huile d'olive. Mais la production est en chute libre. Dans certains endroits, les agriculteurs ont peur d'aller cueillir leurs olives. Ailleurs, les arbres ont été coupés. Aujourd'hui, personne ne gagne de l'argent. Ici, je ne couvre même pas mes frais. Ce genre de situation se répète régulièrement depuis 3 ans. Mais cette fois, l'affaire fait scandale grâce aux pacifistes israéliens comme le rabbin Arik Asherman, qui est venu avec un groupe de journalistes examiner les dégâts causés par les colons. Première réaction, un député travailliste israélien a demandé au gouvernement Sharon de dédommager les agriculteurs palestiniens. Et la présidence israélienne a sévèrement condamné cette action. En bref, encore à l'étranger, voici l'homme qui sera l'adversaire de Tony Blair lors des prochaines élections en Grande-Bretagne, prévues au plus tard en 2006. Michael Howard a été porté aujourd'hui à la tête du Parti conservateur. Michael Howard est un ancien ministre de Margaret Thatcher et de John Major. Il a 62 ans. Et puis la première grande sortie de Vladimir Poutine depuis l'affaire Yukos. Le président russe est à Rome pour un sommet avec l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union qui se sont montrés plutôt conciliants. Romano Prodi, président de la Commission, s'est dit rassuré sur la justice en Suisse. Quant à Silvio Berlusconi, il a carrément accusé la presse de continuer à colporter, je cite, des légendes sur la Tchétchénie, où l'essentiel pour lui est qu'il y a une activité terroriste. Vladimir Poutine rencontrera Jacques Chirac demain à Paris. Paris où se poursuit l'examen de la loi de finances 2004 au Parlement. Au programme aujourd'hui le budget du ministère de l'Intérieur avec un pavé dans la mare des sénateurs. Un rapport commandé par la Commission des finances souligne que les policiers sont mal employés, mauvaise répartition des hommes et mauvaise communication entre les services. Loïc Delamornay, Yvan Martinet. 24 heures sur 24, 365 jours par an, au domicile de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Ou encore ici, 2 hommes en permanence, jour et nuit, au pied de l'appartement de Dominique de Villepin. Avec Jean-Pierre Raffarin, Daniel Vaillant,
Alain Juppé, Édouard Balladur et Lionel Jospin, ce sont 7 personnalités qui bénéficient d'une garde statique à leur domicile. Au total, 400 policiers mobilisés. Il y a un abus. Le coût de ces protections pour cette personnalité, c'est 3 250 000 € annuels. L'an dernier, Nicolas Sarkozy inaugurait pourtant un service de protection mobile censé remplacer les gardes statiques en effectuant des rondes sur les sites sensibles. C'est ce type de petits gâchis et de grandes incohérences que dénonce un rapport du Sénat sur la police et la gendarmerie. Et cette fois, pas question de se contenter des réponses de l'administration, c'est une entreprise de conseil privée qui a mené l'étude. L'inspection de la police et le contrôle des armées connaissent parfaitement les problèmes qui peuvent exister dans leur administration, mais un œil extérieur était plus frais et plus incisif. C'est-à-dire ? Quel besoin d'avoir été formé dans une école de police pour faire de la maintenance ou l'accueil du public? Le Sénat recommande d'abord le recentrage sur les missions de police. Fini l'entretien du parc automobile, qui pourrait être confié à des entreprises privées, ou la délivrance des passeports, qui seraient exclusivement confiés à des agents administratifs. Deuxième proposition, confier l'escorte et la garde des détenus au personnel pénitentiaire, plus aux forces de l'ordre. Enfin, moderniser l'informatique, celle de la police et de la gendarmerie n'étant pas toujours compatible. Selon les sénateurs, l'État pourrait ainsi économiser 200 millions d'euros par an. Un gardien de la paix a été tué par balle ce matin dans le 17e arrondissement de Paris. Il venait de quitter son poste et n'était donc plus en service. Il aurait eu maille à partir avec 2 hommes, des toxicomanes notoires semble-t-il, dans des circonstances encore indéterminées. L'un d'entre eux a avoué être l'auteur des coups de feu portés avec l'arme du gardien. Et à propos de sécurité, un nouveau type de résidence est en plein développement en France. Les lotissements protégés, clôtures, surveillance, y compris par caméra vidéo. Un modèle importé tout droit des États-Unis. Ces constructions étaient autrefois réservées aux milieux les plus aisés. Elles sont désormais conçues également pour les classes moyennes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Fanny Auvergne, Nathalie Gallet. Et vous voyez, en fait, le petit portillon, donc, c'est le premier filtrage. En fait. Sur la télé, une chaîne interne à la résidence permet de contrôler l'accès 24 heures sur 24. Même s'il dit ne pas la regarder souvent, Christian Celsi, retraité, avoue que cette chaîne est un plus. Si je voyais arriver une bande de jeunes avec des scooters, des motos, pour faire les imbéciles à l'intérieur de la résidence, ben, ça m'ennuierait, quoi, pour le bruit, pour avoir à faire un petit peu le gendarme. Des bandes de jeunes dans la résidence, il n'y en a jamais eu. Peut-être à cause des grilles et des caméras qui protègent l'entrée, peut-être aussi grâce à la surveillance d'un l'un des camps. C'est le régisseur, comprenez, super concierge, qui tond la pelouse, s'occupe de la piscine, rend de multiples services et à l'occasion fait la police. Ça ne fait pas partie du travail, bien sûr que non. Ça ne fait pas partie de notre travail de faire le gendarme, comme d'aller voir un locataire qui fait un peu de bruit ou qui fait du tapage. Mais bon, pour la tranquillité des autres, nous sommes un peu obligés d'intervenir et d'essayer de leur faire comprendre qu'il faut calmer les mœurs, ce que je veux dire. Robert Monet est le promoteur de ces résidences en France. Il en a construit une centaine en 10 ans et a fait fortune. Il s'est inspiré d'un concept américain. Mais en France, pas de vigiles armés, pas de critères raciaux. Seul compte, un salaire minimum mensuel de 1 200 € et le respect du règlement intérieur. Moi, dans la sélection que l'on impose, on veut avoir des gens qui sachent se tenir. Parce que bon, si on sent que ce sont des vandales qui doivent tout casser, alors là, c'est la ruine de la copropriété, on ne peut pas le faire. Les habitants viennent pour la propreté, la sécurité et la qualité de vie. Ils ne considèrent pas l'endroit comme un ghetto. C'est pas non plus, c'est pas une prison dorée où on est enfermé, non, pas du tout. Non, moi, c'est pas l'image que j'en ai, quoi. C'est plus un endroit où on risque... on va dire notre appartement et tout ce qui est matériel ne risque rien. Après, on vit comme tout le monde. Cette jeune fille n'habite pas ici. Elle vient visiter des amis, mais les caméras et les grilles ne la gênent pas. Voilà. En tant que femme, c'est vrai qu'on se sent bien. Et de nos jours, c'est un point positif, oui, de pouvoir rentrer, de se dire on est tranquille chez nous. Si ça frappe, c'est un voisin, donc point barre. Oui. À Toulouse, il n'y a aucun débat sur la philosophie de ces résidences. Les retraités et les jeunes couples avec enfants sont même les premiers séduits. Effet de mode ou tendance de fond, le promoteur a du mal à assurer la demande. Il dit construire pourtant 2000 logements de ce type par an.
En bref, un non-lieu pour Claude Évin dans le dossier du sang contaminé. Décision de la Cour de justice de la République. L'ancien ministre socialiste de la Santé était poursuivi depuis juin 1999 pour homicide involontaire. Un plan d'action du gouvernement pour protéger les animaux de compagnie. La France, on le sait, est un des pays d'Europe où ils sont les plus nombreux. 50 millions au total. On compte 9 millions de chats, 8 millions de chiens, 27 millions de petits poissons et 2 millions de rongeurs. Le détail des mesures sera annoncé demain. Elle vise notamment à lutter contre le trafic. Laurence de Cherf, Alexandre Decuit. Nous sommes en Espagne, dans un hangar en pleine campagne. Ici se négocient des chiots importés en toute illégalité, venus des pays de l'Est et revendus frauduleusement en France. Un chien arrive ici, ils sont déjà espagnols et après ils doivent avoir la vaccination et les carnets de santé doivent être espagnols. Et après, quand vous va à la France, personne ne sait qu'ils sont de la Russie. D'accord. Impossible de savoir aujourd'hui quand on achète un animal s'il ne provient pas d'élevage sauvage de pays étrangers. Même les puces électroniques sont falsifiables et les trafics d'animaux se multiplient. Alors le 654, il va gagner. Commerce illicite juteux, mais de plus, ces chiens sont souvent rejetés par les familles. Arrivé à 2 ans sans identité, Gizmo est un carlin, une race très recherchée. Mais problème de santé, il a un œil en moins, un ensemble de signes qui ne trompent pas sur son origine clandestine. Sûrement des conditions très dures au niveau du transport, des choses d'élevage. Selon la SPA, nombreuses sont les animaleries qui s'approvisionnent clandestinement. Et les journaux gratuits abondent de ventes illégales. Nous souhaitons la traçabilité et la professionnalisation de tous ces marchés de l'animal qui évitera très certainement la surcharge et la surpopulation de nos refuges. Devant la multiplication des procès de trafiquants, le ministre de l'Agriculture, Hervé Guémard, devrait annoncer demain des mesures pour encadrer les ventes d'animaux domestiques. Un carambolage monstre en Suisse, près de Berne, la nuit dernière. 60 voitures impliquées, 1 mort et une centaine de blessés. C'est le brouillard qui serait à l'origine de cet accident en chaîne. L'environnement avec une victoire de l'association Paysages de France. Dans les Côtes-d'Armor en Bretagne, la justice a demandé l'enlèvement de tous les panneaux publicitaires installés à Dinan et dans l'estuaire de la Rance. Sur place, Jacques Deveau, Gabriel Camilla. À Dinan, il en va comme dans beaucoup de villes en France. Même zone commerciale bariolée, même panneaux publicitaires poussant comme des champignons le long des routes et même exaspération de la population. Il faut en supprimer, oui, parce que trop c'est trop. Ça dénature le paysage. Je trouve que c'est pas très bien. On pourrait en enlever certaines, oui c'est sûr. Puis alors c'est sans arrêt, hein. Elles sont les unes sur les autres, c'est vrai. Un vœu qui sera bientôt exaucé. Le tribunal a ordonné la suppression de 23 panneaux. Car Dinan, c'est aussi un des plus beaux patrimoines médiévals de France. Dinan, ville d'art et d'histoire, est une zone protégée par l'inscription au site remarquable. Du coup, la publicité murale y est interdite sur l'ensemble de l'agglomération. À la mairie, on dit préparer un règlement local de publicité qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Quand il y a inflation et que ça devient déraisonnable, il faut réglementer. Et je crois que le moment est venu en ce qui nous concerne, notamment à Dinan, mais aussi au niveau de l'agglomération. Compte tenu depuis quelques mois de cette inflation de panneaux, il est temps de réglementer et c'est ce que nous allons faire. L'association Paysages de France, qui a obtenu cette décision de justice, n'entend pas en rester là. D'autres villes sont dans son collimateur. Quant à l'afficheur concerné, il attend sereinement, dit-il, la future réglementation locale. Les sciences, un objet fabriqué par l'homme aurait quitté pour la première fois le système solaire. Il s'agit de la sonde Voyager, lancée il y a 25 ans. Elle se trouve maintenant à 12 milliards de kilomètres de la Terre et elle émet encore. Romuald Bonan, Mélissa Montero. En 1977, la sonde spatiale Voyager 1 avait reçu une mission déjà bien ambitieuse. Aller à la rencontre des planètes géantes de notre système solaire pour les photographier afin de mieux les analyser, comme ici avec Jupiter. Mais en 89, une fois le travail accompli, le petit robot, toujours en bonne santé, s'est dérouté sur ordre de la NASA, fini la banlieue du Soleil, direction les confins de notre système qu'il vient d'atteindre à 13 milliards de kilomètres de la Terre, là où subitement les vents solaires heurtent brutalement des vents contraires, une frontière invisible faite de gaz et de vide, une zone inconnue que les scientifiques imaginent seulement par la théorie et les calculs. Ce choc de vent solaire, c'est toute une physique en fait, assez complexe.
qui est une physique des gaz très raréfiée, qu'on n'a jamais pu tester sur Terre. Il n'y a aucune façon de simuler ça en laboratoire. Et donc ce sera très intéressant d'avoir des confirmations, des modèles. Avec encore 20 ans d'espérance de vie, Voyager 1 pourrait alors plonger dans un océan de gaz interstellaire et observer pour la première fois des champs magnétiques inconnus. Une nouvelle révolution, je vous le disais, se prépare dans le domaine du téléphone portable. Le doigt du propriétaire de l'appareil servira d'oreillette. Le son sera transmis par les os de la main. C'est une équipe japonaise qui travaille à ce nouveau procédé. Et selon le journal scientifique New Scientist, qui révèle cette information, la commercialisation est envisagée dans 3 ans. François Baudonnet, Éric Delagneau. De plus en plus petits et parfois même au bout d'un simple fil, les téléphones portables sont partout. Mais bientôt, c'est peut-être comme ça que vous allez téléphoner. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est une blague ce que vous me racontez. Non, je vous assure, c'est la vérité. Je ne crois pas. Incroyable mais pourtant vrai, c'est le plus gros opérateur japonais qui est à l'origine de cette invention. Son principe, un téléphone bracelet un peu comme ceci, mais ce mobile n'aura ni haut-parleur ni oreillette. La communication passera par le doigt sous forme de vibration. Pour accrocher, il suffira de presser le pouce contre l'index et plus de clavier non plus. La numérotation se fera à la voix. Ça fait un peu science-fiction comme ça, mais ouais, ou les envahisseurs, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un téléphone où on aurait le doigt dans l'oreille comme ça? Je sais pas, on a un peu l'air d'un con, non? Ça me paraît un peu bizarre quand même, le doigt dans l'oreille, mais bon. Enfin, ça dépend si c'est un truc nouvelle génération, pourquoi pas. Ouais. Difficile donc de dire comment ce téléphone sera accueilli par le grand public. Les spécialistes, eux, sont sceptiques. Il y a également un effet paradoxal, puisque finalement on utilisera à nouveau la main pour téléphoner, alors que la tendance de fond sur les produits communicants, c'est justement d'avoir les mains libres et de pouvoir communiquer en toute liberté. Quoi qu'il en soit, cette invention n'arrivera pas en France avant plusieurs années. Mais il reste alors une autre inconnue pour cette technologie. Car que se passera-t-il en cas de double appel? Santé, le Téléthon 2003, il aura lieu les 5 et 6 décembre prochains. Conférence de presse de présentation aujourd'hui à France Télévisions. La marraine de cette 17e édition, la voici, l'actrice Sandrine Kiberlin. L'an dernier, rappelons-le, le Téléthon avait permis de récolter plus de 91 millions d'euros au profit de la lutte contre les maladies rares. Sport, une contre-performance pour Bordeaux, battu à domicile au 2e tour de la Coupe de l'UEFA par les modestes Écossais de Midlothian. 1-0 pour les Écossais sur la pelouse de Bordeaux. Match retour dans 15 jours en Écosse. Hier soir, en revanche, le football français a vécu l'une de ses plus belles soirées européennes. Exploit de Lyon au Bayern de Munich et de Monaco avec un score fleuve face à la Corogne, toujours en Ligue des Champions. 8-3. Nicolas Jay. Il y a des soirs où il ne fait pas bon être gardien. 5 buts en une mi-temps. En 12 ans de carrière, José Molina n'avait jamais vu ça. Un lob de Jérôme Rotten, puis une chevauchée de Ludovic Giuli. Le début de match du gardien espagnol tourne au cauchemar. Mais son bourreau du soir s'appelle Dado Perso. 3 buts en 20 minutes. Pour son anniversaire, le Croate s'offre un beau cadeau. 5-2 à la mi-temps. Alors côté espagnol, on change de gardien. Il s'appelle Mounoua, il a 25 ans. Mauvaise pioche. Comme un ouragan, Monaco déferle sur la Corogne. Les Monégasques l'emportent 8-3. Décidément, ce n'était pas le soir des gardiens espagnols. Oliver Kahn, lui, a beau être l'un des meilleurs portiers du monde, il n'a rien pu faire face au talent de Juninho. Et on ne peut même plus compter sur ses anciens amis. Giovanni Albert, l'ancien joueur du Bayern, trompe le gardien allemand et offre la victoire aux Lyonnais. Carnet mondain pour terminer avec les fiançailles du prince Felipe, 35 ans, et de la journaliste Laetitia Ortiz, 31 ans, en Espagne. Ces fiançailles sont officielles. Elles avaient lieu aujourd'hui près de Madrid, au palais de la Zarzuela. Et les deux tourtereaux affirment qu'ils espèrent avoir 2 enfants au minimum, 5 au maximum. La presse espagnole dans son ensemble fait ses gros titres sur ces fiançailles royales.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Olivier Mazerolle reçoit Philippe de Villiers, président du MPF. La météo, Patrice Drevet. Point route, Valérie Maurice. 20h50, envoyé spécial François Joly, avec notamment un reportage sur les bébés médicaments, ces enfants à naître pour sauver un frère ou une sœur malade. Dernier journal 1h-20, Jean-Claude Renaud. À 20h ce week-end et à 13h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images de l'été en automne à Marseille. Ciel bleu, baignade, café en terrasse. C'était bien cet après-midi, il faisait une vingtaine de degrés. La vague de douceur touche encore plus particulièrement le sud-ouest, 22 degrés à Bayonne. À lundi.